Ok, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, l'idée ça va être de te montrer comment je réalise une performance de 3,63% sur un seul trade sur la paire AUDJPY que tu vois juste là. Donc ça c'est le graphique avant la prise de position. On ira sur les graphes juste après en replay pour voir la position en direct, te montrer comment je l'ai managé. Après on va tout voir ensemble. Ok, l'idée c'est vraiment de te faire une analyse de A à Z pour que tu puisses vraiment ressortir de ces vidéos avec une nouvelle vision de voir les marchés et sûrement des compétences et des connaissances en plus. Mais la première étape de cette analyse de trade, ça va aller tout simplement d'étudier le contexte au moment de ma prise de position. Tu le sais, moi je trade beaucoup avec l'analyse des fondamentaux, la macroéconomie, la géopolitique. C'est grâce à ça que j'arrive à envoyer des très beaux trades comme celui-ci. Donc je vais te parler un petit peu du contexte, de la paire que j'ai tradée qui était AUDJPY et t'expliquer concrètement pourquoi j'ai pris ce trade. Parce que bon, c'est pas pour me vanter, mais des trades qui font 3,6 R, c'est pas tous les jours que j'en fais, mais c'est pas quelque chose de très rare non plus. Maintenant, l'analyse derrière ce trade était vraiment intéressante car on était dans un contexte qui était assez particulier et assez rare sur les marchés. C'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 25, donc dans ces eaux-là, on sort réellement d'un gros conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et l'Israël, avec les États-Unis qui se sont emmêlés. La première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble dans cette vidéo, c'est le contexte nucléaire en Iran. Donc on est vraiment sur une chose à fermer. On va beaucoup parler géopolitique, qui a fait extrêmement peur ensuite, mais l'un des facteurs on a également les mouvements encore les tarifs AUDJPY à l'heure actuelle. La géopolitique, c'est plus ou moins terminé, dans le sens où oui, il y a toujours des négociations, des choses qui se passent, mais le plus gros est passé et c'est plus forcément, même plus du tout le driver principal à l'heure actuelle. Mais à ce moment-là, on sort vraiment de la période tarif très fort et on a encore beaucoup de craintes liées à ça. Donc ça, c'est l'élément numéro 1 qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est simplement la géopolitique qui est très tendue à ce moment-là. Okay, je vais te l'écrire comme ça avec un 1 et un G. Deuxième chose qui crée beaucoup de craintes à ce moment-là, c'est du côté des US. On a encore des craintes de stagflation. Pourquoi ? Parce qu'on voit simplement au niveau de l'inflation, que ce soit surtout en glissement annuel, qu'on a vraiment une inflation qui reprend petit à petit. Tu vois, à l'heure actuelle, je suis sur Trinity Economics, sur le graphique du core inflation rate parce qu'il est très parlant, mais globalement avec toutes les métriques d'inflation qu'on avait, on voyait ce schéma là. On a eu une grosse baisse de l'inflation. Ok. Et honnêtement c'était quelque chose de bon puisque la Fed avait à ce moment là des taux d'intérêt très élevés. Si on regarde les interest, c'était le Federal Funds Rate, on peut voir que la Fed à l'heure actuelle avait des taux quand même de 4,5%, ce qui est très haut. On était monté à 5,5%. Donc on avait pas mal allumé l'inflation, mais on avait aussi des problèmes. Côté emploi, côté croissance, on avait un taux de chômage qui augmentait, des créations d'emplois qui diminuaient, une croissance qui était un petit peu en difficulté. Et du coup, il était temps pour la Fed de baisser les taux. Sauf qu'on a vu une inflation qui s'est mise à remonter, en fait, tout simplement. Alors qu'on n'avait même pas atteint les 2% qui est le target de la Fed, donc la Banque centrale américaine. On a vu une inflation qui commençait à remonter, qui est passée à 2,9 en juin, et là à 3,1 en juillet. Et aussi sur les métriques d'inflation mensuelle, qui sont des métriques plus court terme, on voyait des pressions inflationnistes. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des craintes tout simplement du pire truc qui peut arriver en économie, une stagflation. Si jamais la Fed baisse ses taux pour soutenir la croissance, alors l'inflation va augmenter encore plus. Mais si jamais la Fed garde ses taux élevés, reste avec une politique monétaire restrictive pour essayer de continuer à abattre l'inflation, tout simplement, et bien la croissance, l'emploi, le chômage, etc. vont continuer de se casser la gueule. Donc, situation très compliquée qui crée encore plus d'insécurité et de tension, en fait, simplement à l'échelle mondiale. Okay ? Troisième élément, Trump qui met des pressions à Powell pour baisser les taux d'intérêt. Donc, à l'image de ce qu'on vient de dire ici, Powell, lui, son argument pour pas baisser les taux d'intérêt, c'est que l'inflation, elle a du mal de baisser. Et on voit même des regains au niveau de l'inflation. On voit une tendance qui était comme ça et ça commence à reprendre petit à petit. Donc, concrètement, c'est pas le moment de baisser les taux d'intérêt. Et tout le monde est d'accord, sauf Trump. Trump qui met des grosses pressions et qui va juste même qu'à dire qu'il aimerait bien remplacer le président Jérôme Powell. Il l'a même insulté de personnes stupides, de personnes lentes. Et du coup, on a des vraies craintes au niveau de Jérôme Powell qui soit exclu simplement de la Fédérale Réserve pour mettre un gouverneur qui serait beaucoup plus accommodant. Okay, donc accommodant, ça veut dire plus dovish, qui baisserait les taux d'intérêt plus rapidement pour soutenir la croissance et donc en gros aider Trump dans son projet de faire croître les États-Unis, d'avoir une plus grosse croissance, de créer de l'emploi et de financer la dette plus simplement. En gros, j'ai fait un réel d'ailleurs, si tu veux aller voir sur mon compte Instagram qui explique un peu mieux. Donc ça, c'est le petit 3, ok, on va le nommer CP pour crainte autour de Powell, ok. Et tout ça, ces 3 éléments, ils nous mènent à quelque chose, c'est que les investisseurs sont en panique.
le sentiment du risque est catastrophique. Le S&P s'est littéralement cassé la gueule. Le VIX est à de très forts niveaux, a dépassé les 25, a dépassé les 30. Les investisseurs sont vraiment en crise, ok. Les marchés sont très volatiles. Les devises à risque comme le AED, le NZD sont en chute. Et les safe haven comme le JPY, le CHF, le gold, ce genre de valeurs sont elles en hausse. Ok, mais alors pourquoi est-ce que AUD-JPY m'intéresse à ce moment-là? Pour ça, il va falloir rapidement étudier la paire AUD-JPY et voir concrètement qu'est-ce qui influence cette paire. Ok, donc maintenant ce qu'on va comprendre, c'est une paire concrètement, c'est fait de quoi? Intrinsèquement, une paire sur le marché Forex, euro-dollar, AUD-JPY, CAD-JPY, tout ce que tu veux, euro-GPB, c'est fait de deux devises. Ok? Nous, dans notre cas, on a le dollar australien, juste ici, le dollar australien, juste ici, et le yen japonais, juste là. Ok. Pour l'instant, rien de compliqué. Ce qu'il faut comprendre avec le dollar australien, je t'ai dit juste avant, mais c'est ce qu'on appelle un risk asset. Ok. Là, tu vois, je t'ai montré le graphique de corrélation entre l'AUD-JPY et le S&P 500. Ok. Donc, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on voit qu'ils sont extrêmement corrélés. Vraiment, la corrélation est frappante. Pourquoi? Parce que simplement, quand les investisseurs veulent prendre du risque, ils investissent leur argent. Ils veulent des rendements intéressants. Et ils font quoi? Ils le mettent dans le S&P 500. Et quand les investisseurs veulent du risque, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils achètent du dollar australien. Du coup, on a cette corrélation qui existe. Ok. Un risque asset, qu'est-ce que c'est? Je te l'ai expliqué, mais simplement un actif comme le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le bitcoin, le S&P 500, les actions de manière globale, ou quand dans l'économie tout va bien, qu'il n'y a pas de guerre, que la croissance se porte bien, que l'inflation n'est pas trop haute, bah, globalement, quand tout se passe bien, on est en période de ce qu'on appelle risk on, et donc les risques assets prennent de la valeur. Et dans la période des JPY, on a une deuxième paire, le yen japonais, le JPY. Et lui, c'est l'inverse du dollar australien puisque c'est une safe haven currencies, un safe haven asset, ok? Donc une devise de protection. C'est pour ça que je te l'ai mis en vert. À l'image du AUD-JPY et du S&P, je t'ai mis le AUD-JPY juste là et le gold, donc l'or. Je te l'ai mis, tu le vois juste là à un détail près, c'est que c'est 1 divisé par AUD-JPY. Ce que ça va faire, c'est que le graphique que tu vois rose là, c'est pas simplement le prix de l'AUD-JPY, mais c'est l'inverse de son prix. Pourquoi? Parce que la corrélation est inverse. Parce que le gold, il n'est pas corrélé au dollar australien, il est corrélé au yen japonais. Et ce qu'on voit, c'est que les mouvements du coup de l'inverse du prix du dollar australien et de l'or sont extrêmement corrélés. Ça peut te paraître un peu compliqué tout ce que je dis là, t'inquiète pas, c'est normal, tu vas tout comprendre après. Mais il faut vraiment que je t'explique ça pour que tu comprennes l'idée de ce trade, sinon tu vas te dire pourquoi il a acheté cette paire. On voit que c'est très corrélé. Ok. Pourquoi est-ce que le yen japonais est safe haven currencies? Tout simplement parce que c'est une économie qui est très stable, avec des taux d'intérêt qui sont très faibles. Également pour des questions de carry trading, vu que comme je t'ai dit, le Japon a des taux d'intérêt très bas, le yen japonais est fortement acheté, notamment dans des contextes où les gens veulent se protéger pour profiter des taux d'intérêt assez intéressants du Japon. Donc par exemple, ils vont faire du carry trading avec les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui peuvent avoir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés contre du yen japonais qui va offrir des rendements du coup intéressants, enfin qui va offrir le swap en fait entre les taux d'intérêt japonais qui sont très faibles et les taux d'intérêt des autres devises qui sont plus hauts. Bref, je m'écarte du sujet, tout ça pour te dire que c'est ce qu'on appelle un safe haven asset. On en conclut quoi? On en conclut que la paire AUD-JPY, c'est ce que j'ai appelé moi-même, c'est pas officiel, un risque baromètre, ok? Donc en fait, si tu veux, c'est une paire qui reflète réellement le sentiment du risque. Ok, donc maintenant que tu as le contexte et tu comprends un peu mieux la paire AUD-JPY, il est temps d'aller sur les graphiques. Ok, donc ça c'est les graphiques au moment de ma prise de position. Et ce que tu peux observer, c'est que naturellement, on a eu une tendance baissière absolument immense à l'image de la chute du S&P 500, tout simplement à ce moment-là. Comme je te l'ai expliqué, de par tous les conflits et les craintes qu'on avait. Tu vois, on était venu chercher un plus bas sur le S&P 500. On était cherché aussi sur AUD-JPY. Ok, très intéressant. Moi, ce que j'ai fait comme première remarque, en regardant un peu mes paires, c'est que je voyais un S&P qui vraiment prenne en valeur, qui allait chercher petit à petit à casser ses ATH, en fait, qui les avait cassés, et un AUD-JPY qui avait du mal de monter. Je ne sais pas pourquoi il restait bloqué. Ok. Donc là, j'observe ce qu'on appelle une décorrélation. Dans ce genre de cas, la stratégie, c'est quoi? C'est de chercher une recorrélation. Mais ça ne suffit pas. Voilà, tout ça ici, c'est toutes les craintes, tout ce que je t'ai expliqué, les conflits Moyen-Orient, les craintes sur Jérôme Powell, les tarifs douaniers, bref, c'est le bordel dans l'économie mondiale, il y a plein de craintes, etc. Là, les choses commencent à aller un petit peu mieux. On revoit un petit peu d'euphorie sur les marchés. Parce que sur les marchés, ça marche comme ça. C'est pas, oh, les gens sont un peu contents. C'est soit c'est de l'extrême peur, ou globalement de l'extrême euphorie. Donc on voit ce début de tendance haussière sur AUD-JPY. Je dis, ok, c'est intéressant. Et là, je vois cette espèce de range, et je me dis, j'ai loupé le premier train. Le premier train, c'était quoi? C'était la chute. Parce que, comme beaucoup d'investisseurs, en fait, simplement, j'ai pris peur. Je ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Il y avait vraiment du bordel dans tous les sens. La géopolitique, les tarifs douaniers, Jérôme Powell qui se prend des coups de pression, la Fed qui a les taux d'intérêt élevés, l'inflation qui reprend. Bref, je ne traitais pas forcément la AUD-JPY parce que la paire était vraiment volatile. Tu peux voir avec ce genre de mouvements vraiment aberrants. Là,
Vraiment, quelques jours, la paire a perdu presque 9%. C'est immense pour une paire du Forex. Mais du coup, je me suis dit, le train retour, parce que le prix va forcément corriger de toute cette baisse, quand le marché va reprendre en vigueur, il faut que je le chope. Et c'est précisément l'idée de mon trade. Donc maintenant, tu l'as compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur mon journal de trading et je vais te montrer noir sur blanc ce que j'ai noté pour que tu comprennes bien. On a le trade qui est juste là. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est graphique. On ira voir ça après. Ça, c'est les non-weighted currencies au moment de ma prise de position. Les non-weighted currencies, c'est quoi? C'est les valeurs intrinsèques des devises. Je t'ai expliqué avant, une paire, c'est fait de deux devises. Dans notre cas, le AUD et le JPY. Juste là, tu vois de manière intrinsèque la valorisation du dollar australien. Et là, de manière intrinsèque, la valorisation du yen japonais. Ok? Donc, ce que je te dis dans mon journal de trading, c'est que, enfin, ce que je me dis à moi-même, c'est que l'idée ici est de jouer en retour de sentiment risk-on après le conflit au Moyen-Orient. Même si la situation reste tendue suite au cessez-le-feu, on observe un retour de l'appétit pour le risque sur le marché. D'ailleurs, même au plus fort des tensions, notamment des bombardements américains sur l'Iran, les marchés sont restés globalement optimistes, sans réel flux risk-off. Je distingue donc une psychologie des investisseurs plutôt positive actuellement. Quelque chose qui est très important en trading et que j'ai très bien fait ici, c'est qu'il ne faut pas se demander qu'est-ce que le marché faut faire. Il faut se demander qu'est-ce que les investisseurs vont faire. Et pour savoir, il faut être plongé en permanence dans les marchés, plongé dans le mood du marché, quel mood est set à l'heure actuelle sur les marchés. Et moi, j'ai observé une résilience des marchés, un mood assez optimiste de la part des marchés. Ce que je te dis juste là. Cela dit, le cessez-le-feu reste très fragile et superficiel, ce qui justifie ma prise de position avec seulement un demi-risque. Pourquoi c'est un trade sur lequel je ne compte pas du tout sur la macroéconomie non plus? C'est parce que les yield spreads, les money spreads, qui sont un indicateur qui fait, si tu veux, le swap entre les spreads australiens et japonais, là, ici sur 10 ans, qui reflètent bien les fondamentaux internes, tendaient à la baisse. Donc pas du tout dans le sens de ma position. Ok, maintenant que je t'ai beaucoup parlé d'analyse fondamentale, on va passer sur les graphiques et voir concrètement comment j'ai managé ma position. Petit point également, si tu ne comprends pas grand chose à ce que je dis, c'est normal. Il faut que tu te dises que derrière tout ça, j'ai une méthodologie qui est vraiment très claire. Il y a des sites très précis que j'utilise tous les jours, une méthode de recherche. Là, tu dois te dire, le mec, il prend 8 heures à faire son analyse. Pas du tout. Ça me prend vraiment maximum 1 heure à 2 heures par jour. Simplement, en fait, quand tu as la méthode et une manière très claire de faire les choses, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, je te le précise, mais avant qu'on voit directement le trade ensemble, si tu prends un appel avec moi dans la description pour qu'on parle de ton trading, voir ce qui bloque à l'actuel de ton trading et voir si je pourrais potentiellement t'aider, n'hésite pas. Tu as le lien en description. C'est un appel entièrement gratuit pour le moment. C'est encore moi qui les prends. Donc profites-en tant que c'est là. J'ai placé, tac, comme ça, donc mon buy limit là. Le SL, il me semble que je l'ai placé, je sais pas, il me semble, je suis sûr, sous le range. Ok. Et le take profit, je l'avais placé, pas en haut de la tendance, faut pas déconner, je l'avais placé sur ces niveaux. Ce qui me donnait un ratio de 3,28. Ok, du coup, j'étais vérifié sur MetaTrader. Dans mon journal, je me suis trompé, j'ai mis 0,38. Mais en vrai, sur le marché, je suis rentré sur précisément les 94 500. Donc là, en gros, sur les 0,5 de Fibo. Ce qui m'offrait un risque reward de 3,81. Tu l'as vu, je suis sorti à 3,6 de RR et pas 3,81. Tu comprendras pourquoi, mais c'est une question de risk management. Et ça, c'est très important aussi. Donc là, dis-toi qu'à partir de ce moment-là, je suis dans la position. On va voir ensemble ce qui se passe et je vais te montrer comment je l'ai managé. Donc au début, le prix part pas dans mon sens. Jusqu'à là, en fait, pas de stress parce que le prix, vraiment, le SL est placé à un bon niveau qui invalide totalement mon scénario. Donc vraiment, j'étais confiant sur cette position. Donc là, directement, le prix part pas mal dans mon sens. Jusqu'à ici, je fais rien. Là, j'ai rien à faire. Ça sert à rien de manager ultra agressivement. Ici, concrètement, j'avais juste à attendre que le prix me donne un bon point de trail. Ce qu'il a fait assez rapidement, puisque là, tu le vois, il a fait ça. Et il est venu directement corriger. Okay, donc là, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je place mon stop loss sur ces niveaux. Ça te permet déjà de réduire quasiment de plus de moitié de mon risque. Donc là, on continue. Moi, ce que j'attends, c'est un break de ces niveaux qu'on vient d'avoir. Okay, franchement, mon management de trend, il est très simple. C'est de la théorie de dos. C'est partie de ma stratégie. C'est simple mécanique. Donc là, je fais ça. Je prends mon SL. Je le bouge ici. Donc là, j'ai déjà plus de 1 R de profit qui est sécurisé. Ok, comme ça, si je me fais SL, je sors avec plus $1000, plus 1% en gros. Donc là, d'ailleurs, le prix est ici. Et le problème, c'est qu'on arrive assez rapidement au week-end. Là, tu vas voir, je vais te montrer à quel moment on arrive le week-end. Ici. Et du coup, moi, j'ai le prix qui est sur ces niveaux. Vendredi soir, le prix sur ces niveaux. Ok. Donc, tac. Ça, c'est l'ouverture après. Et en fait, à ces niveaux, je me dis, est-ce que je prends le risque de laisser le trade ouvert le week-end alors qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de news qui sortent. Trump, il parle beaucoup, on a des news sur les tarifs douaniers, sur la géopolitique, sur le truc, le machin. Est-ce que je prends le risque de laisser mon trade le week-end pour gratter en gros, même pas 1 R, là, il n'y avait plus rien du tout à gratter. Et en gros, ça faisait qu'à la place de sortir genre 3,78, je sortais 3,78.
À un moment, j'ai sorti 3,60 de R. Je sais pas pourquoi, j'ai pas bossé le truc exactement pareil. Sûrement le SL, je l'ai mis un peu plus large. J'en sais rien. Bref. Donc j'ai fait, c'est pas grave, je vais cut là. Donc je suis sorti le vendredi soir à 3,6 R. Question de risque management en fait. Je pouvais pas prendre le risque que le lundi matin je me fasse sortir de mon trade là parce qu'il y a une dinguerie dans la nuit alors que le prix était à quelques pips du TP. Donc j'ai fait ce choix. Du coup voilà, j'espère que tu as compris l'idée de ce trade, également le timing. Tu vois, en fait j'aurais pu exécuter à plein d'endroits. J'aurais pu exécuter là, 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 là. Et en fait c'est une combinaison de compréhension de la psychologie des investisseurs, d'analyse fondamentale poussée et d'analyse technique et surtout d'un plan qui est carré. Mon plan, jamais de la vie il m'aurait pu me faire exécuter ici. Jamais de la vie il aurait pu me faire exécuter là. Là, c'était uniquement ici. Mon seul entrée, il était possible ici. Et à tous les mecs qui diraient ouais mais normalement ça c'est une manipulation parce que le prix il sort et après il revient à la baisse, je m'en fous. Mon analyse technique est simple et je peux me permettre d'avoir une analyse technique qui est très simple et qui marche très bien parce que j'ai une très bonne compréhension de l'analyse fondamentale, de la macroéconomie et de la psychologie des investisseurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras compris de manière assez simple comment j'ai fait 3,6% en un trade. Donc si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté de la valeur, pense bien à t'abonner. C'est des questions, je te répondrai avec plaisir sur Instagram. Et si jamais tu veux discuter avec moi de ton trading et voir comment tu pourrais débloquer potentiellement les trucs qui te posent problème et qui t'empêchent à l'heure actuelle d'être rentable, le lien pour prendre un appel avec moi est dans la description. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.